Bonjour, d'abord je voudrais m'excuser parce que nous avons fait faux bond les 2 dernières semaines, la semaine du 4 avril et la semaine dernière, parce que la semaine du 4 avril c'est des problèmes techniques et aussi la semaine dernière par rapport à cet enregistrement-là. Alors aujourd'hui c'est une formule de week-end un petit peu originale parce que d'habitude nous sommes dans les studios en direct et on commente l'actualité de la semaine. Je vous propose plutôt de revenir un petit peu sur ces 3 années d'indépendance et même sur nos indépendances depuis les années 60, avec un des grands témoins de cette période qui a eu le plaisir de rééditer un de ses ouvrages. Cet invité de ce plateau de week-end un petit peu original, c'est M. Amadou Lamine Sall. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de participer à cette émission week-end dans un format totalement différent cette fois-ci. Alors, Monsieur Amadou Lamine Sall, je vais d'abord vous présenter. Vous êtes né un 26 mars 1951 du côté de Kaolack. Vous êtes un des poètes majeurs de l'Afrique francophone et le plus doué de sa génération. C'est pas moi qui le dis, mais c'est le président Léopold Sédar Senghor. Alors, quand un homme comme le président Léopold Sédar Senghor dit cela de vous, qu'est-ce que ça vous met? De la fierté, de la pression, de la gêne, ou bien l'obligation d'essayer systématiquement d'être à la hauteur de ce qualificatif? Il n'aurait pas dû le dire. Il n'aurait pas dû le dire parce que cela a beaucoup pesé dans ma vie. Cela a beaucoup pesé dans mon mission de poète. Parce que c'est immense quand vous n'avez même pas 30 ans, j'avais 28 ans, quand Senghor a 17 mois. Et comme vous l'avez si bien dit, je n'ai pas de qualificatif pour dire tout ce que j'ai ressenti. Et la pression qu'il y avait sur moi. Et c'est d'ailleurs, depuis qu'il me l'a dit, je suis resté 3 à 4 ans sans pouvoir écrire. Vous n'osiez pas parce que qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que simplement, j'avais publié ma première œuvre poétique. Et quand il a dit ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur de faire mot Oui, c'est vrai. la première fois. C'est une pression terrible. Hein. C'est une pression terrible parce que vous avez envie d'arrêter d'écrire. Vous vous dites, est-ce que je vais pouvoir rééditer ce que j'ai déjà fait? Et c'était quelque chose de très stressant. Mais finalement, c'est quelque part également une sorte de motivation pour aller vers l'excellence. Bah, écoutez, l'excellence 1991, le prix du rayonnement de la langue et de la littérature française, décerné par l'Académie française. Alors vous êtes auteur de nombreuses anthologies de poésie qui ont été traduites dans plusieurs langues. Votre poésie est au programme de nombreuses universités et votre écriture fait également l'objet de plusieurs thèses de doctorat. Alors parmi vous êtes resté 3 ans sans écrire, mais après ça coule comme dans un fleuve. Il y a Mantes des horreurs, au ENEA, Nouvelles éditions africaines du Sénégal 1979. Kamandalou, c'est ENEA aussi 1990. Anthologie des poètes du Sénégal au Cherche Midi. Puis récemment, le rêve de Bambou édition Feu de Brousse, que vous avez lu, surtout cette très bonne édition. Pourquoi? Mais parce que il faut commencer par le commencement. Dans les années 90, j'ai créé la Maison africaine de la poésie internationale parce que j'avais un rêve. J'avais une sorte de mission. Faire émigrer la poésie, aider la poésie, aider les jeunes poètes africains au-delà du Sénégal. Et j'ai créé cette maison de la poésie, et là, ça rencontrait tous les poètes du Sénégal et tous les poètes d'Afrique et tous les poètes du monde fait de passage au Dakar. Et au bout de quelques années, je me suis dit qu'il est bon de recevoir des poètes, mais il faut les aider à publier. Il faut les aider à se faire connaître à travers les ouvrages. Et c'est ainsi que nous avons créé, au sein même de la Maison africaine de la poésie, nous avons créé des éditions Feu de Brousse. Alors Feu de Brousse, c'est exclusivement réservé aux poètes? Au début c'était une maison d'édition exclusivement réservée à la poésie. Certains même m'ont dit que j'étais un fou, parce que de toute façon, cette maison d'édition, elle fermerait très vite. Parce que la poésie étant ce qu'elle est, nous allions fermer très vite. Mais j'ai tenu pendant de très nombreuses années, jusqu'au jour où, avec des amis canadiens, on m'a proposé à me diversifier. Et c'est ainsi que la maison d'édition aujourd'hui, depuis, prend en charge la poésie, le roman, le théâtre, les nouvelles, ainsi que les essais.
et puis Charité bien ordonnée commence par soi-même, vous avez publié Senghor ma pardonne, toujours au feu de brousse. Alors pourquoi ce livre et pourquoi maintenant, pourquoi cette édition? Parce qu'en fait c'est une édition. Oui, c'est-à-dire qu'en 2006, j'avais publié ce livre en 2006 pour rendre hommage à Senghor à l'occasion de ses 100 ans, ou 96 ans, je ne sais plus. Et donc je l'ai réédité en tenant compte du départ d'Abdoulaye Wade du pouvoir et de l'arrivée de Macky Sall. Donc c'est une œuvre qui a été réactualisée, mais la thématique centrale, évidemment, c'est Senghor. Tout tourne autour de Senghor. Mais ce livre, c'est mon compagnonnage avec Senghor. C'est mon Senghor à moi, Amadou Lamine Sall, que je raconte. C'est une véritable déclaration d'amour parce que ce n'est pas une biographie. Certes, vous appuyez sur des faits réels, mais c'est plutôt du ressenti, je crois. Qu'est-ce que Senghor a représenté pour vous? Tout. J'ai cherché même un mot pour dire plus que tout. Il a été un refuge pour moi. Et vous imaginez que très jeune, à 28 ans à peine, vous rencontrez un monstre sacré de ces dimensions. Quand il m'a reçu et que j'ai regagné la rue après pour rentrer chez moi, je me demandais sur quelle planète je marchais. Je me demandais si j'avais rencontré Senghor ou si j'avais rencontré un Jimmy. Et donc j'ai été fasciné, captivé, capturé par la dimension de cet homme. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Vous avez été très proche. Il m'a chaque fois invité, mais j'ai surtout connu, par l'homme de pouvoir, je l'ai connu et quelques années après, il est parti, il a quitté le pouvoir. Et ce sont ces longues années, quand il a quitté le pouvoir, où je l'ai accompagné à travers le monde, que je raconte mon Senghor à moi. Alors justement, vous avez connu Senghor, pas l'homme de pouvoir, mais le poète, et vous dites dans votre livre que c'est le poète qui finalement a bien souvent sauvé l'homme d'État. C'est quand même fort. Oui, vous savez que Senghor a toujours rêvé d'être un poète. Il le dit lui-même, mais ce n'est pas moi qui le dis. Il a toujours rêvé d'être poète et professeur. Et Senghor, vous vous souvenez de sa terrible phrase? Chaque matin, quand je me réveille, j'ai envie de me suicider. Quand un chef d'État dit cela, c'était sa charge de mesurer le poids de sa charge politique, le poids du pouvoir politique. Et il n'y avait qu'un poète pour dire ce qu'il a dit. Chaque matin, quand je me réveille, j'ai envie de me suicider. Et quand j'ouvre ma fenêtre et que je vois Gorée, et que je vois la lumière du jour, je reprends goût à la vie. Pour dire simplement que cet homme, véritablement, était tombé par accident dans la politique. Et ce qui le sauvait, ce qui le maintenait en vie, ce qui le motivait, mais c'était le poète en lui. Qu'est-ce qui a poussé le poète à mettre de côté cette passion qu'il avait pour les livres, cette passion qu'il avait pour les lettres, et d'engoncer ce manteau de la politique qui, quand même, très souvent, aura des pâquerettes. Il ne s'est jamais séparé de son manteau de poète. C'est le poète qui a laissé un peu de place à l'homme politique. Parce que Senghor a toujours été un poète et il est resté. La preuve, il n'y avait qu'un poète pour avoir la vision et la prospective qu'il a eue pour faire du Sénégal ce qu'il est devenu. Senghor nous a donné une nation. Je ne dis pas un État, je dis une nation. Senghor nous a donné un drapeau. Senghor nous a donné un hymne national. Senghor est un visa pour tous les Sénégalais et pour tous les Africains. Et je pense qu'il fallait un poète, un rêveur, mais rêveur entre guillemets, pour accomplir ce qu'il a accompli. Vous parlez du poète qui a fait de nous une nation. Le reproche que les Européens ont fait au lendemain des indépendances, c'est que ce sont les techniciens qui leur font, c'est ce que vous leur dites, c'est ce que vous dites dans votre livre. Les techniciens disent, les Européens disent, il faut des techniciens en Afrique, et ils forment des poètes.
Alors, la question que je vous pose, c'est l'affirmation de la culture. En quoi est-elle si importante? Était-elle si importante à cette époque? Et la question subsidiaire, est-ce qu'elle est toujours aussi importante aujourd'hui? Vous posez une question très importante. En effet, quand Senghor est arrivé au pouvoir, l'Europe nous raillait en disant tiens, ce sont des techniciens et des ingénieurs qu'il faut à l'Afrique d'aujourd'hui, et voilà qu'arrivent des poètes et qui forment des poètes. Mais ce que la vieille Europe ignorait, c'est qu'au lendemain de nos indépendances, nous avions besoin des poètes. Alors, M. Sall, au moment des indépendances, les Européens ont reproché aux Africains en disant, mais écoutez, vous avez besoin de techniciens et vous formez des poètes. Alors, l'affirmation de sa culture, en quoi est-elle à cette époque si importante? Et est-ce qu'elle est toujours importante? Vous posez une question très importante, parce que quand Senghor est arrivé au pouvoir, l'Europe a nous regardé et nous raillé en disant tiens, il leur faut des ingénieurs et des techniciens, et voilà qu'ils forment des poètes et qu'arrivent au pouvoir des poètes. Mais ce que l'Europe ignorait, c'est qu'au lendemain de nos indépendances africaines, nous avions besoin de réaffirmer nos cultures. Nous avions besoin de redevenir nous-mêmes par rapport à la colonisation. Et il n'y avait que des poètes et des ingénieurs pour le faire. Parce que les poètes étaient les créateurs de valeurs. Les poètes nous réinstallaient dans nos propres cultures, dans nos propres identités. Et c'est cela l'explication. Et depuis, Senghor a créé ce concept de négritude qui a fait grand bruit. Mais c'était simplement pour dire restons nègres, restons africains, restons sénégalais, mais que chacun reste sérère, peul, diola, dans la diversité. Nous avions besoin de cela. Nous avions besoin de redevenir nous-mêmes par rapport aux Blancs, par rapport à la colonisation. Donc, c'était une lutte d'affirmation de nos identités culturelles. Et c'était très important. Aujourd'hui encore d'ailleurs, avec le recul. Avec le recul, il y a deux phénomènes qui se posent. Nous avons des problèmes économiques. Et on se pose la question de savoir quel choix économique faire pour arriver à l'émergence. Et on se pose également la question de savoir si jusqu'à présent, nous avons acquis notre indépendance culturelle par rapport à la mondialisation, par rapport à la globalisation. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je souris toujours en entendant parler de mondialisation et de globalisation, parce que, comme vous le savez, Senghor avait créé le concept de civilisation de l'universel. Et la définition que Senghor a donnée, c'est-à-dire que chaque peuple, chaque culture, chaque ethnie doit venir autour de cette table, autour de ce banquet, et chacun doit apporter son plat. Alors que la mondialisation aujourd'hui, Une sorte d'uniformisation de la culture. c'est non seulement une uniformisation de la culture, mais c'est pire que cela. C'est que l'Europe mondialise sa propre singularité. L'Amérique mondialise sa singularité. Et nous perdons, nous, nos propres identités. Donc la question que vous posez, elle est là depuis l'Afrique, les Africains ont été véritablement à retrouver leur identité culturelle. L'Afrique a-t-elle trouvé son véritable chemin de développement économique? Alors, je rebondis sur cette question-là parce que, vous savez, il y a de cela au mois de janvier, il y a eu malheureusement, vous savez, en France, cette attaque sur l'hebdomadaire Charlie. Et le chef d'État africain était parti manifester, soutenir en tout cas la lutte contre le terrorisme. Et Charlie Hebdo était quand même un ouvrage qui remettait en cause ce qui était très cher pour pas mal d'Africains, pour pas mal de musulmans. Et il y a eu ce semblant de guerre entre une civilisation occidentale qui disait voici les valeurs que j'ai, et une civilisation africaine qui dit voici les valeurs que j'ai. Et j'ai trouvé une belle phrase sur Internet, et j'aimerais bien avoir votre avis dessus, qui disait ce qui est universel au nord ne l'est pas au sud, et vice-versa. Respectons-nous les uns les autres et le monde se portera mieux. Oui, mais j'ai envie de vous dire que vous avez raison. Vous avez raison. Je crois que le pape François, d'ailleurs, l'a dit au moment de l'attentat de Charlie Hebdo. Il a dit que chacun doit respecter la religion et la culture de l'autre.
Je pense que c'est dans le respect mutuel que nous aurons un monde apaisé. Est-ce qu'on n'ira pas vers si je ne souhaite pas qu'il y ait une troisième guerre mondiale, mais s'il y a un conflit mondial, est-ce que ça ne serait pas justement à cause de ce choc de civilisation? Je reviens à Senghor. Mais Senghor disait dans les années 70 que la troisième guerre mondiale ne serait pas nucléaire, elle serait plutôt raciale, culturelle. Pour vous dire une fois encore, par rapport à votre question, combien Senghor était un visionnaire, combien dans les années 70 déjà, il vivait lui dans un autre siècle. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'aime pas le concept de choc de civilisation. Même si avec ce qui se passe, avec l'exemple de Charlie Hebdo, avec l'exemple du terrorisme actuel, et ce qui se passe même au sein de la communauté islamique, on peut parler évidemment d'un choc de civilisation. Mais, une fois de plus encore, comme vous avez eu à le dire tout à l'heure, il nous faut un monde apaisé. Il nous faut des civilisations, mais qui se respectent, des cultures qui se rencontrent et qui se fécondent dans le respect. Et une fois encore, j'invoque le nom de Senghor avec son fameux concept de métissage culturel. Si le français ne reste pas français, si le japonais ne reste pas japonais, si le sénégalais ne reste pas sénégalais, on va changer. Exactement, pas grand-chose. Et revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez parlé de nation, donc pour vous, Senghor, c'est d'abord attelé à créer la nation sénégalaise. C'est exact. Et qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de conflit majeur entre nous, contrairement à des pays voisins où les ethnies ont un petit peu tendance à lutter les uns contre les autres. Mais c'est pourquoi Senghor est devant nous. Senghor nous devance, il n'est pas derrière nous. Senghor est devant nous. C'était véritablement visionnaire. Et grâce à lui, nous avons aujourd'hui un pays apaisé. Nous avons un pays respecté de par le monde. Très tôt, en tant que chrétien, il a dit, moi, Léopold Sédar Senghor, je suis doublement minoritaire. Je suis chrétien dans un pays à 90% de musulmans et je suis frère. Donc je suis doublement minoritaire. Et pourtant le Sénégal m'a mis à la tête de l'État pour dire que c'est un peuple merveilleux. Et il a consolidé cet acquis culturel qui a fait aujourd'hui du Sénégal ce qu'il est devenu par rapport à d'autres pays africains avec des guerres ethniques qui n'en finissent pas. Alors on va revenir un petit peu sur Senghor politique. Vous venez de le dire, Senghor disait qu'il était doublement minoritaire. Il a eu à tenir cette phrase-là devant Jean Collin. Pour les jeunes générations qui ne savent pas qui était Jean Collin, est-ce que vous pouvez rapidement brosser qui était M. Jean Collin dans la politique du Sénégal des indépendants jusqu'à son départ? Oui, c'est une figure emblématique du Sénégal et j'espère qu'un jour d'ailleurs nos livres d'histoire parleront de cet homme qui était un Français, mais qui était profondément sénégalais également. Et comme vous le savez donc, Jean Collin était un ministre du président Senghor. Il avait épousé une nièce du président Senghor, et donc de par ses compétences d'ailleurs, Senghor en avait fait donc un ministre de la République. Et comme vous le savez, le président Senghor, je le raconte dans le livre, quand il a voulu choisir, il l'avait invité à un dîner avec Bara Diouf, voilà, l'ancien PDG du journal Le Soleil, qui également avait épousé une nièce du président Senghor. Et le président leur avait dit qu'il comptait nommer un premier ministre au Sénégal pour la première fois. Et qu'il voulait leur avis. Et c'est là où Jean Collin lui a fait comprendre qu'il n'y avait pas à chercher de midi à 14h et que c'était l'homme de la situation. Exactement. Parce que c'était d'abord un homme d'État. Il se prenait pour un homme d'État. Il était du reste. Il était ministre d'État.
Hein, il avait, mais c'est Jean Collin, parce qu'il faut rendre à César mais ce qui appartient à César, qui nous a bâti une véritable administration très solide. Et il a pensé que Senghor n'avait pas à aller chercher ailleurs un Premier ministre. Le poste lui revenait de droit. Le poste lui revenait de droit. Et quand il a demandé à Bara Diouf ce qu'il en pensait, Bara Diouf lui a dit, Monsieur le Président, votre choix sera le mien. Sera le mien. Et c'est là où le président a dit à Jean Collin, écoutez, vous savez, je suis déjà doublement minoritaire dans ce pays. Hein, en tant que chrétien, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en tant que frère. Et vous voulez que je choisisse un Toubab comme Premier ministre du Sénégal. Ce qui aurait été paradoxal, totalement paradoxal. Alors, Senghor a quitté le pouvoir de fort belle manière quand on voit les problèmes qu'il y a eu en Afrique. Mais quand même, on se pose des questions. Est-ce que c'est son propre chef? Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est sa famille? Est-ce qu'on a un petit peu poussé? Il y a beaucoup d'histoires à ce sujet-là. C'est exact. Mais c'est exact. Beaucoup de gens, la légende, voilà, mais disons-le comme ça, la légende veut, mais que ce soit Jean Collin qui a été à la base de son départ pour installer Abdou Diouf. En tout cas, c'est ce qu'il a fait comprendre à Abdou Diouf. D'accord. Quand Senghor a quitté le pouvoir. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, quand on connaît Senghor, c'est qu'en vérité, Senghor avait déjà choisi de partir. Et il l'a dit lui-même, il la raconte lui-même. Il avait dit qu'il ne comptait pas rester au pouvoir. Et que le coup d'État, mais que Mamadou Dia avait fait, bon, au coup d'État ou pas coup d'État, bon... Les historiens le diront. Les historiens le diront. Il a retardé son départ pour former quelqu'un qui le remplacerait. Et c'est ainsi qu'il a fait Abdou Diouf en Premier ministre pendant 10 ans. Abdou Diouf qu'il avait déjà rencontré très très jeune. Voilà. Vous dites dans votre livre comment il l'a rencontré. Mais c'est exact. Abdou Diouf a un destin singulier. Oui, très singulier. Il a un destin singulier parce qu'il était jeune étudiant déjà et il avait rencontré Senghor à Saint-Louis, Senghor qui était venu mais à Saint-Louis, et Abdou Diouf tout jeune avait rencontré Senghor, et Senghor l'avait mis dans sa voiture et l'avait déposé chez sa tante. Exactement. Et au cours du trajet, Senghor lui avait demandé ce qu'il voulait faire, beaucoup plus tard dans sa vie. Et Abdou Diouf lui avait dit, je voudrais être un grand administrateur. Hein? Et c'est ce qu'il est devenu en entrant à l'ENA. Donc, le destin est assez bizarre, est assez étrange. Pour revenir à ce départ de Senghor, Senghor avait programmé son départ. Et je voudrais également qu'on retienne qu'à cette époque-là, Senghor avait gardé un Premier ministre pendant 10 ans. Vous avez vu le nombre de Premiers ministres qui ont changé? Ah oui, non, mais ça, de ce côté, depuis, c'était un record. Avec les présidents. Mais vous avez dit, justement, en parlant de lui, vous dites qu'il a été patient. Il faut vraiment être patient pour être 10 ans Premier ministre. Oui, mais parce que Senghor voulait le tester. Mais 10 ans de test, c'est dur quand même. Oui, mais c'est Senghor qui est dur. Ça, c'est dans la programmation même de Senghor. Hein? Parce que l'entourage de Senghor ne voulait pas d'Abdou Diouf. Quand vous dites entourage... Mais l'entourage de Senghor, les barons du pouvoir autour de lui. Les barons du Parti socialiste. Les barons du Parti socialiste. Je ne voulais pas citer de nom. Ne pouvaient pas imaginer quand même que Senghor allait choisir un jeune qui n'avait jamais fait de politique, mais dans sa vie, hein, qui n'avait absolument rien fait. Et justement, est-ce que c'est pas là la qualité que Senghor lui reconnaît? Mais justement, Senghor a presque sauté 2 générations pour aller choisir un jeune comme Abdou Diouf. Parce que c'était un homme de vision. Il avait envie de changer. C'était un poète. Et il s'est dit quand même, j'ai dit, un poète a dirigé ce pays pendant 20 ans. D'ailleurs, Abdou Diouf, en remplaçant Senghor, va diriger également le Sénégal pendant 20 ans. Étrange coïncidence. Et c'est donc Senghor qui a choisi de partir de lui-même. Son épouse, Colette Senghor, pensait que c'était le moment de partir.
Philippe Maguilène Senghor également le pensait, et Maître Boukounta Diallo, qui est aujourd'hui avocat à la Cour, pourrait vous raconter toute l'histoire de ce départ de Senghor. Mais Senghor avait programmé son départ, et Jean Collin n'avait absolument rien à y voir. Mais comme c'était un politique, mais Jean Collin, on dit, mais je dis bien on dit, qu'il a fait croire à Abdou Diouf que c'est lui qui va l'installer au pouvoir. Et quand Abdou Diouf s'est installé au pouvoir, les pouvoirs de Jean Collin, mais ce sont une consolidés. Justement, c'est un des reproches que vous faites à Abdou Diouf, parce que vous comparez Abdou Diouf à Senghor, et vous regrettez deux choses. Déjà, le fait qu'il ait donné l'impression de ne jamais gérer le pays, mais toujours par personne interposée. Et la désenghorisation. C'est les deux choses que vous reprochez les plus à vous. Il y avait Jean Collin, mais qui était puissant. On disait même que c'était lui le président de la République. On ne voyait jamais Abdou Diouf, on le voyait rarement. Et quand Jean Collin est parti, les gens ont été très surpris. Oui, ça a été un coup de tonnerre. On s'est dit, on ne croyait pas qu'Abdou Diouf était capable de faire partir Jean Collin. Mais c'est toute une histoire. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Un autre homme est venu s'installer. Ousmane Tanor Dieng. Avec la même puissance, avec les mêmes pouvoirs, Ousmane Tanor Dieng. Et finalement, on disait que Abdou Diouf gouvernait par procuration. Et voilà donc un peu comment cet homme a été jugé pendant tout le temps qu'il est resté au pouvoir. Et la désenghorisation, je crois que ça a été un coup dans votre cœur, mais un coup aussi dans le cœur de Senghor. Oui, vous savez... Est-ce que vous pouvez... Ça a été quoi la désenghorisation? Jusqu'où ils sont allés? Vous savez, il y a deux choses. Il y a deux choses. Quand Abdou Diouf est arrivé au pouvoir, je n'étais pas d'accord d'ailleurs avec le président Senghor. Je n'étais pas tout à fait, je n'étais pas d'accord avec lui parce que j'ai pensé que c'était antidémocratique de faire fonctionner l'article 35 pour installer Abdou Diouf au pouvoir. Et je le lui ai dit. Et il m'a dit que si c'était à refaire, il le referait. D'accord, donc pour lui c'était comme ça que ça devait être fait. Abdou Diouf est arrivé au pouvoir. Oui. Le roi est mort. Vive le roi. Vive le roi. C'est normal que Abdou Diouf cherche à être lui-même. Parce que ne remplace pas Senghor qui veut. On ne peut pas effacer Senghor comme on effacerait un nuage. Il voulait consolider son pouvoir. C'était son droit. C'était son droit. Mais là où je n'étais plus d'accord avec lui, c'est qu'il a laissé faire des hommes et des femmes pour porter atteinte à la dignité de Senghor. Pendant les 20 ans qu'il est resté au pouvoir, 20 ans, il n'a pas vu Senghor 4 fois. Et moi qui ai vécu aux côtés de Senghor, au jour le jour, au fil des années, j'ai compris et vu de mes propres yeux, vu et constaté les malheurs qu'on faisait à Senghor. Mais jamais cet homme n'a dit un mot de son successeur. Jamais il ne s'est prononcé sur la situation politique au Sénégal jusqu'à sa mort. Alors c'est cela que je n'arrive pas à pardonner à Abdou Diouf. Alors Abdou Diouf, il y a eu la période Collin, avec un départ qui a surpris tout le monde. Et puis il y a Ousmane Tanor Dieng qui est arrivé, vous dites de lui qu'il est redoutable, rassembleur, passion, maître-homme. Oui, mais cet homme, vous savez, il est arrivé là, et vous vous rappelez d'ailleurs à les fonctions qu'il occupait à l'époque, ministre d'État chargé des affaires présidentielles. C'était une première. Et c'était pour la première fois qu'on entendait une telle dénomination. Et on s'est dit, mais ça y est, mais c'est lui le nouveau président de la République. Alors, je le qualifie, on l'appelait à l'époque le surgelé, parce que c'était un homme qui ne souriait pas, c'était un homme qui ne riait pas, et qui certainement a beaucoup apporté au président Diouf dans l'organisation et la méthode. Je ne fais que le juger sommairement. Bon, à l'histoire le fera mis à ma place. Alors, après Abdou Diouf, 2000, arrive celui qui a été son opposant, déjà qui a été l'opposant de Senghor, qui a été son opposant à lui,
Abdoulaye Wade. Alors là, par contre, sur Abdoulaye Wade, autant sur Abdou Diouf, c'est mi figue, mi raisin, mais alors sur Abdoulaye Wade, il n'y a rien à dire, vous êtes dur avec lui. Vous avez utilisé une phrase, et je sais que vous maîtrisez parfaitement la langue française, donc parfaitement le sens des mots. Chaque mot dans votre livre est bien placé, avec un sens bien précis. Et là, vous avez dit, Wade souille la maison de Senghor. Souiller, c'est un mot très très fort. Et vous avez parlé aussi dans le début de votre livre du fameux épisode du livre. Vous êtes dur avec Wade. J'adore le président Wade. Ah, donc vous êtes l'adepte qui aime bien Châtillon. Je vais vous le dire, j'ai beaucoup d'affection pour le président Wade. Mais je pense que ça a été un énorme gâchis. Cet homme a été un énorme gâchis. Il aurait pu être un président extraordinaire. Il aurait pu être notre second Mandela. Mais tout a été un gâchis. Est-ce que le personnage lui-même Et s'est prêté? l'histoire que je raconte est une histoire, évidemment, qui m'a beaucoup blessé. Parce que je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui réagit à chaque fois qu'il faut réagir. Je raconte donc cette histoire du président Wade qui est allé donc visiter la maison de Senghor. Il l'avait fait acheter par l'État et qui, devant la bibliothèque de Senghor, prend un livre et dit « Tiens, ça c'est un livre que j'avais prêté au président Senghor. » Et pour que Abdoulaye Wade prête un livre à Senghor, il faudrait que le soleil se lève à l'ouest. Et j'étais très choqué, d'abord par cette présence dans cette maison, avec des caméras. Oui, c'est le personnage d'Abdoulaye Wade, vous avez à ça. Quand même, la maison du président, l'intimité du président était souillée, était mise à nu. On n'avait pas le droit de mettre des caméras dans cette maison. Parce que l'État a acheté cette maison, mais dans les clauses d'achat, il y a le fait que cette maison ne peut pas être occupée en totalité tant que Colette Senghor, l'épouse de Senghor, est en vie. D'accord. C'est-à-dire que l'État l'a acheté, mais si Colette Senghor vient à Dakar, elle vit dans sa maison, jusqu'au jour où elle partirait comme Senghor. Ils n'ont pas attendu ce moment. Ils ont emmené des caméras dans ces maisons. Et alors donc, mais c'est là où j'ai été très dur avec le président Wade. J'ai toujours été dur avec le président Wade quand il fallait être dur. J'ai été dur avec lui quand, par exemple, on est venu nous déloger à la fondation Léopold Sédar Senghor. On est venu nous dire, vous sortez de ces locaux, hein, parce que vous ne pouvez plus être là. Alors là, j'ai été très dur avec le président, et grâce à Dieu, nous avons pu conserver les locaux de la fondation Léopold Sédar Senghor. Mais cet homme, je parle d'Abdoulaye Wade, mais c'est un homme qui a un grand cœur, c'est un homme très sensible, hein, c'est un homme plein d'audace. Et je pense qu'en Afrique, nous avons besoin de chefs d'État très audacieux. Je pense que s'il n'avait pas pensé faire de son fils ce que nous savons tous, il aurait pu avoir une belle sortie. Oui, il aurait pu avoir une belle sortie. Vous parlez aussi de Macky Sall. Comment vous le voyez dans cette lignée des présidents de la République? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous ramène à cette époque senghorienne? Ou est-ce que lui aussi, il trouve ses marques et qu'il va réussir à faire de ce Sénégal une nation, en tout cas une nation, à reconstruire la nation sénégalaise? Je crois que, je vous disais tout à l'heure que quand le président Senghor a nommé Abdou Diouf, personne ne connaissait Abdou Diouf. Abdou Diouf n'avait aucune histoire. C'était un illustre inconnu. Et Senghor en a fait ce qu'il en a fait. Alors qu'il y avait des garçons comme Diboka, il y avait des garçons comme Moustapha Niasse, il y avait des barons, hein, comme les Amadou Cissé Dia et les autres, qui pouvaient devenir président de la République, mais que Senghor aurait pu choisir. Et Senghor est allé choisir très loin, très très loin, pour trouver Abdou Diouf. Regardez ce que Dieu, j'ai dit Dieu parce que l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, c'est Dieu
qui a mis Macky Sall au pouvoir. Évidemment, Macky Sall a travaillé également. Il s'est quand même battu. Hein. On ne peut pas gagner au loto si on n'a pas joué. Il a joué et il a gagné. Il a gagné. Mais, pour vous dire simplement qu'on pensait beaucoup à Moustapha Niasse. On pensait beaucoup à Ousmane Tanordien. On pensait à des sortes de barons. Et c'est Macky Sall qui arrive, jeune président, mais qui arrive, mais de manière inattendue, mais qui arrive et qui devient le président de la République du Sénégal. Je regarde Macky Sall, j'écoute Macky Sall. Je pense que cet homme n'a personne dans son rétroviseur. Il n'a pas Senghor dans son rétroviseur. Il n'a pas Abdou Diouf dans son rétroviseur. Il n'a pas Abdoulaye Wade dans son rétroviseur. Il a envie de laisser des marques. Il a envie de marquer l'histoire par lui-même, pour lui-même et pour son peuple. C'est mon intime conviction. Et je dis souvent d'ailleurs à ceux qui le critiquent et qui parlent un peu de sa mollesse, que c'est une banane avec laquelle on peut se casser les dents. Pour dire donc que c'est un jeune président, il faut le laisser gouverner. Il faut le laisser travailler. Et je suis sûr qu'il est sur le chemin d'accomplir une solide mission. Alors, vous appesantissez beaucoup. Quand on lit le début du livre, on a véritablement une visibilité de la maison de Senghor. Et on sent à travers chaque ligne, la présence du fils, Philippe Maguilène Senghor. Vous avez été très très proche de lui et vous dites que c'est le fils le plus aimé. Est-ce que c'est pas le fils plus vieux parce que sa maman était là? Senghor a eu d'autres enfants avec Ginette Odo. Mais vous dites quand même que Philippe c'était aimé et qu'il est partout dans le monde. Oui, quand on visite, la maison est ouverte d'ailleurs. Les Sénégalais maintenant pour aller la visiter. Mais c'est Philippe Maguilène qui est dans cette maison. Il est partout présent, mais dans cette maison. C'était le fils unique de Colette. Parce que Senghor avait deux enfants, avait deux garçons, avec Ginette Eboué. Et il ne reste que Francis aujourd'hui, qui a près de 70 ans et qui n'a pas d'épouse et qui n'a pas laissé d'enfants. Et donc la disparition de Philippe a été un tremblement de terre pour Senghor et pour Colette Senghor. Je crois que pour avoir été là, à leur côté, j'ai vécu les moments les plus horribles, les plus dures, les plus douloureuses de mon existence. Parce que j'ai vu un père effondré. J'ai vu une maman mais qui suffoquait chaque jour. Et Senghor m'a dit un jour qu'il était sûr qu'ils ne vont pas survivre à Philippe et qu'ils allaient mourir. Il m'a dit que nous avons tout tenté, mais la douleur est trop grande, le vide est trop grand. Donc, mais ce fils a profondément manqué à Senghor et à Colette. Et vous savez, je me rappelle un jour en Grèce, alors qu'on marchait sur la plage, Senghor était sans chaussures, on marchait dans le sable, et je lui posais des questions sur Philippe. Je voulais qu'on parle de Philippe. Et il m'a simplement répondu par mon cher poète, vous croyez qu'on gouverne impunément? Comme s'il avait voulu me dire que si Dieu vous donne le pouvoir et quelque part il vous reprend autre chose. Parce que Senghor a perdu deux garçons dans des accidents violents. Pour dire donc simplement que Senghor est un homme unique, c'est un homme extraordinaire. Et pour revenir à vous, c'est la poésie qui a arraché Senghor de la mort. Un jour, quand je suis venu à la maison, il m'a amené dans son bureau et il m'a lu un poème qu'il avait écrit sur Philippe Maguilène. Et il m'a dit, j'ai lu ce poème hier soir à mon épouse. Et pour la première fois,
depuis 3 mois, elle a dormi. Je crois que la poésie va nous sauver la vie. Pour dire simplement que le poète en Senghor a toujours veillé sur l'homme d'État, sur l'homme de pouvoir, sur l'homme tout court. Si Senghor n'avait pas été un poète, il n'aurait pas pu être ce qu'il a été. Et vous dites dans votre livre quand même qu'il aurait pu être agriculteur. C'est son père qui l'a extirpé de cela, et qui l'a amené à l'école et qui est devenu ce qu'il est devenu. Le côté paysan de Senghor est quand même très très fort, très très marqué. Mais d'ailleurs, on disait même à l'époque, on disait que l'idée était le représentant des villes, et que lui, Senghor, c'était l'homme de l'intérieur. Mais c'était la vérité. Mais c'était la vérité. Senghor dit qu'il est tombé en politique par accident, qu'il n'avait rien à voir avec la politique. Et quand il est venu un jour en vacances, dans le monde rural, il a vu la pauvreté du monde rural. Il a vu la peine des paysans. Il s'est dit que je n'ai pas le droit de laisser tomber ces gens-là. Et c'est là où il a décidé de faire de la politique pour changer son pays, changer la vie de son peuple. Voilà ce qu'il a décidé à accepter d'entrer en politique. Donc c'est ce qui a fait de lui son homme politique. Alors vous êtes quand même... Non, c'est votre part d'homme, vous le dites dans le titre. Senghor, ma part d'homme. Et vous avez décidé de montrer un côté pas positif, mais en tout cas, le bon côté de Senghor. Mais la politique a ses réalités. On ne peut pas arriver à ce niveau de la présidence, je dirais pas censé marcher sur les cadavres, mais sans avoir fait quand même... Et comment concilier tout cela chez un homme d'État, chez un poète? Vous n'en parlez pas beaucoup, pourquoi déjà? J'en parle. J'en parle parce que Senghor n'est pas un dieu, lui s'en fout. Senghor n'est pas un saint, lui s'en fout. Senghor le dit lui-même, je n'ai pas tout réussi. Il n'y a que Dieu pour tout réussir. Il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il devait faire et il est parti en laissant le pouvoir à Abdou Diouf. Senghor avait dans son rétroviseur Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Senghor avait beaucoup de peine de voir comment la Côte d'Ivoire était développée économiquement. C'était un pays rayonnant. Et Senghor se disait comment faire du Sénégal également un pays économiquement rayonnant et puissant. Et il savait que la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal. Il pleut pratiquement toute l'année en Côte d'Ivoire. Et chez nous, Senghor a connu 13 années de sécheresse. Donc il est très difficile de développer une agriculture et une économie prospère. Alors, il s'est dit, ma richesse, ma vraie richesse économique, c'est la culture et l'éducation. C'est l'éducation et la culture. Parce que il s'est dit, il n'y a pas de pays sous-développés. Il n'y a que des femmes et des hommes sous-développés, c'est-à-dire sous-instruits. Mais quand vous avez des femmes et des hommes formés, éduqués, cultivés, vous ne pouvez pas être un pays sous-développé. Le Sénégal est devenu un grand petit pays, une grande puissance culturelle, mais de par le monde, qui a compensé sa faiblesse économique. Et c'est cela qui nous reste encore aujourd'hui comme puissance. Mais c'est cela qui nous reste aujourd'hui encore comme rayonnement. Même si le président Wade a beaucoup fait. Pour la culture. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait pour son pays, il a beaucoup fabriqué, il a eu de grandes réalisations. Et c'est ce que le président Macky Sall, je crois aussi, est en train de faire. Alors que l'autre a dormi pendant 20 ans, je crois, dans un long sommeil tranquille. Pourquoi je dis vous êtes quand même dur aussi avec Abdou Diouf? Non, je ne suis pas dur, je constate. Vous constatez, d'accord. Je constate. Et je regrette que... Mais bon, la période je regrette pas que favorable Mamadou aussi. Lamine Loum soit venu très tard comme Premier ministre du président Diouf. C'est vrai qu'il paraît qu'en 2000, en 2000, on aurait pu être
peut-être... Bon, avec d'ici, vous savez, on dit, on peut mettre Paris en bouteille. En tout cas, monsieur Sall, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation de cette émission spéciale de week-end. Je vais voir peut-être que nous allons essayer de garder des formules comme ça, où nous inviterons des témoins d'une époque, des témoins d'une partie du Sénégal, ou même des témoins de l'actualité, et discuter comme ça à bâton rompu pour s'extraire un petit peu de l'actualité de la semaine. Je rappelle le titre de votre livre, Senghor, ma part d'ombre, aux éditions Feu de Brousse, ma part d'homme plutôt, aux éditions Feu de Brousse. Monsieur Sall, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur Africa 7, si vous le voulez bien.